pour vous que vous m'arrêtez dès qu'il y a quelque chose de pas clair et que je vous illustrerai le plus possible le topo avec des points d'actualité qui concernent le drame des infections sexuellement transmissibles responsables d'angines, d'emparie intramuros. On n'a jamais été autant confronté à des angines à gonocoque, des angines de la syphilis que depuis les derniers mois. Alors, infection ORL, je devais vous faire ce topo avec Josette Raymond, mais ces diapos sont incluses, elle n'a malheureusement pas pu venir ce matin. Et tout d'abord, les angines aiguës, avec quelques messages à partir de ces illustrations. On distingue des angines érythémateuses ou érythématopultacées. Donc érythémateuse, vous avez compris que c'est rouge, érythématopultacée, c'est avec des points blancs. Donc vous voyez des photos respectives d'angines érythémateuses et érythématopultacées. Des angines pseudomembraneuses dont on verra qu'elles représentent soit la mononucléose infectieuse, soit la diphtérie. Et on verra les caractéristiques de chacune de ces angines. Des angines vésiculeuses que vous voyez en bas à droite de la diapositive, qui sont toujours virales, et on verra les étiologies. Et des angines ulcéreuses ou ulcéronécrotiques qui sont révélatrices parfois d'infections sexuellement transmissibles, parfois d'une hémopathie maligne, ou souvent dans le contexte d'une neutropénie, et on reverra tout ça en détail. Les angines les plus fréquentes sont les angines virales, d'autant plus qu'on est à l'âge adulte, vous le verrez. La prescription antibiotique doit être appropriée et bien sûr ne vise que les angines bactériennes. Et les traitements antibiotiques courts sont désormais validés par rapport à des traitements de référence plus longs de 7 à 10 jours. Alors, qu'est-ce que sont les angines? Vous le savez bien pour en avoir eu certainement une ou plusieurs. C'est l'inflammation d'origine infectieuse des amygdales, voire de l'ensemble du pharynx. Donc, on pourrait dire que l'angine est une amygdalite, donc c'est plus qu'une pharyngite banale. Elle se traduit, vous le savez, par une fièvre de degré variable, des douleurs pharyngées, plus une odynophagie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'odynophagie? C'est la dysphagie douloureuse. Je vous rappelle que la dysphagie, c'est la gêne à la déglutition, qu'elle n'est pas forcément douloureuse. Donc, quand elle est douloureuse, cette gêne à la déglutition, ça s'appelle une odynophagie, plus ou moins des adénopathies. Vous voyez que ça représente un problème de santé publique, puisqu'on estime à plusieurs millions de cas par an le nombre d'angines, et donc responsable de prescriptions antibiotiques inappropriées si vous ne venez pas à cet enseignement ce matin, comme vous allez l'entendre. Pourquoi? Parce qu'on dispose aujourd'hui d'un test de diagnostic rapide qui nous permet de screener les angines à streptocoque du groupe A versus les angines virales. De nombreux tableaux atypiques sont observés chez le jeune enfant. Plus vous allez avancer dans votre cursus de deuxième cycle, plus vous allez vous apercevoir que les tableaux fébriles chez l'enfant peuvent être non spécifiques. Ainsi, des appendicites peuvent mimer d'autres infections. Les otites, les angines peuvent mimer d'autres infections. Et donc, examen ORL systématique des oreilles et du pharynx des enfants avec de la fièvre. 60 à 90% de ces angines sont d'origine virale, avec, si on regarde le détail présenté par, cette fois-ci, le pourcentage des angines bactériennes, les angines qui sont liées au streptocoque du groupe A, encore appelé Streptococcus pyogenes, genes responsable de pio, de pu, donc Streptococcus pyogenes, bêta hémolytique du groupe A, est responsable, vous le voyez sur la dia, avec les données actuelles, 25 à 40% des angines de l'enfant et 10 à 15% des angines de l'adulte. Si vous transposez ça en pourcentage d'origine virale, vous avez donc autour de 80% ou 90% des angines de l'adulte qui sont d'origine virale, pour lesquelles, même si le cadre sup que vous avez en face de vous est très exigeant et vous dit « il faut absolument, docteur, que j'ai une antibiothérapie pour me rendre à mon travail », ce qui aujourd'hui est des plus louables, eh bien, vous allez lui dire qu'il n'a pas besoin d'antibiotiques dans la très grande majorité des cas, et on va voir comment avancer dans ces quelques pourcents d'angines qui sont bactériennes chez l'adulte.
Le pic épidémiologique des angines, de manière générale en France, est entre l'âge de 5 et 15 ans. Alors les angines érythématopultacées ou érythémateuses, si on rentre dans le détail, donc encore une fois, vous l'avez entendu tout à l'heure, érythémateuse égale érythématopultacée pour les étiologies, donc ce titre pourrait être angine érythémateuse ou érythématopultacée, c'est exactement les mêmes étiologies. Si on regarde les virus responsables d'angine érythémateuse ou érythématopultacée, vous avez le rhinovirus, le virus du rhume, qu'on reverra dans quelques instants, les coronavirus, alors évidemment, sauf le MERS, virus qu'on rencontre au Moyen-Orient, transmis par les dromadaires vraisemblablement, est responsable de tableaux infectieux beaucoup plus sévères. Donc là, je parle de coronavirus tout à fait autochtone. Il n'y a pas besoin d'aller à Riyad pour avoir une angine à coronavirus. VRS, vous le savez, virus respiratoire syncytial, donc l'agent des bronchiolites du nourrisson est responsable d'angine chez l'adulte ou chez l'enfant. Myxovirus influenzé, eh bien, c'est l'agent responsable de la grippe. Donc dans la grippe, il y a une angine tout à fait possible. Hémophilus parainfluenzé, dont il existe différents types. Adénovirus. Adénovirus, c'est pas inintéressant à retenir pour vous, car c'est un des virus responsables d'exanthème. Donc si vous avez angine, éruption et fièvre chez un enfant ou un adolescent, ça peut être une infection à adénovirus. EBV, l'Epstein-Barr virus, donc l'agent de la mononucléose infectieuse entre autres, grand agent de lymphomagénèse, c'est-à-dire agent responsable de lymphoprolifération de lymphocytes RB, eh bien l'EBV peut être responsable d'angine érythémateuse ou érythématopultacée, mais vous allez le voir aussi dans quelques instants, d'angine pseudomembraneuse. Donc Epstein-Barr virus, la mononucléose peut être une angine érythémateuse, une angine érythématopultacée ou une angine pseudomembraneuse comme vous allez l'entendre. Je vous ai mis VIH parce qu'on a de plus en plus, en tout cas avant l'ère de la PrEP, c'est-à-dire la prévention de la transmission par voie sexuelle du virus VIH, vous le savez sans doute, qu'il y a un médicament qui est commercialisé pour la prévention de la transmission du VIH dans les groupes à risque. Donc c'est possible, c'est probable que l'incidence des primo-infections VIH va diminuer. Néanmoins, quand il y a une primo-infection, elle peut se traduire par de la toux, une rhinorrhée, une angine. Donc pensez chez un adulte, même jeune, puisque nous avons des primo-infections désormais d'emparés intramuros à l'âge de 16 ans, c'est tout à fait catastrophique en termes de prévention évidemment. Eh bien, si vous avez un tableau chez un adulte jeune ou moins jeune d'angine avec un contexte viral, pensez à la primo-infection VIH de manière systématique. C'est très important pour casser la chaîne de transmission. Alors, streptocoque du groupe A, typiquement au-delà de l'âge de 3 ans, on considère qu'il n'y a pas d'angine à streptocoque chez les tout petits nourrissons. Et je vous ai mis streptocoque du groupe A pour SGA avec C ou G. Donc les angines streptococciques sont avant tout liées au streptocoque du groupe A. Elles peuvent être liées au streptocoque du groupe C ou liées au streptocoque du groupe G. C'est important parce qu'on verra que la scarlatine peut être liée à chacune de ces bactéries. Donc A, C et G, même pathogénicité. Streptocoque du groupe A, vous avez eu le cours sur les infections cutanées déjà? Non? Vous apprendrez que les érysipèles, c'est-à-dire les dermohypodermites aigus, sont liés au streptocoque du groupe A avant tout. Et vous verrez probablement que les streptocoques du groupe C et du groupe G donnent les mêmes pathologies cutanées. Donc c'est pareil en ORL. Angine bactérienne peut être liée au streptocoque A, C ou G. Alors si on rentre un petit peu plus dans le détail de tout ça,
Est-ce que la clinique permet de séparer les angines à streptocoque du groupe A des autres angines? Alors, je vous ai mis des choses dans la littérature qui aident un petit peu, indépendamment des scores dont on va reparler, qui aident à penser, mais vous allez voir que c'est pas pathognomonique du tout, des signes qui sont en faveur du streptocoque du groupe A, donc vous avez compris, streptocoque du groupe A, C ou G, des signes qui sont en faveur de l'origine virale. On va commencer par le plus simple. Quand vous avez une virose, comme vous dites, quand vous avez un rhume avec une angine, eh bien vous avez des signes respiratoires banaux que sont la rhinorrhée, c'est-à-dire l'écoulement nasal antérieur, en général postérieur quand il y a une inflammation des sinus, de la toux, une dysphonie. Si vous avez des vésicules, je vous ai dit que ça orientait de manière extrêmement claire vers l'origine virale. Et si vous avez une conjonctivite, ça oriente aussi vers l'origine virale. D'accord? Donc, conjonctivite, vésicule, signe respiratoire associés en faveur de l'origine virale. En faveur du streptocoque du groupe A, je vous ai dit que le streptocoque du groupe A n'était pas pathogène avant l'âge de 3 ans. Donc un âge entre 4 et 7 ans est très évocateur, enfin on va dire, est compatible, oriente possiblement vers un streptocoque du groupe A. La saisonnalité, l'automne et le printemps sont les 2 saisons les plus pourvoyeuses de streptocoque du groupe A. On dit classiquement que la dysphagie est particulièrement intense dans les angines à streptocoque du groupe A. La réalité pratique n'est pas toujours celle-là. Fièvre, c'est non spécifique. Adénopathie sensible, peu orientée, mais vous allez voir que ce n'est pas spécifique non plus. Éruption, mais vous avez entendu que certains virus sont responsables d'éruptions. D'ailleurs, y compris, je vous ai dit tout à l'heure, adénovirus, vous pouvez rajouter Epstein-Barr virus pour les éruptions, vous pouvez rajouter primo-infection par le VIH. Donc vous voyez que éruption, quand je vous mets en faveur du streptocoque du groupe A, vous pourriez me dire, vous m'avez dit, c'est aussi compatible avec adéno, EBV et VIH. Et purpura du voile est un signe classique dans les angines du streptocoque du groupe A, mais peut se retrouver tout à fait présent dans la mononucléose infectieuse. Donc vous voyez que la clinique n'est pas pathognomonique d'une étiologie virale ou d'une étiologie bactérienne. Alors, si on rentre dans le détail un petit peu de ces angines à streptocoque du groupe A, et encore une fois, vous l'avez compris, vous pourriez rajouter C ou G, eh bien, il y a une colonisation de l'oropharynx à partir d'un porteur sain ou d'un individu, en général enfant, vous l'avez compris, ou adolescent, porteur d'une angine. Le risque d'acquisition, si vous êtes en contact dans cet amphi bondé, avec un sujet index asymptomatique, c'est-à-dire votre voisin, eh bien, vous avez un risque de 10%, donc une chance sur 10 de développer une angine à la sortie de ce cours merveilleux. Si par contre vous avez un sujet qui a une angine, c'est-à-dire votre voisin vous dit j'ai une dysphagie douloureuse, une odynophagie, j'ai 38 de température, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, dans ce cas-là, il a une angine et un risque que vous développiez cette acquisition du streptocoque du groupe A de 25%. 40% des sujets contaminés, entre guillemets, développent une angine en quelques semaines. On a donc des clusters d'infections à streptocoque du groupe A, intrafamiliaux et interfamiliaux à partir d'écoles notamment. Alors, comment est structuré le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, encore appelé Streptococcus pyogenes? Vous voyez que Streptococcus pyogenes a une capsule qui lui permet d'être résistant à la phagocytose par les cellules immunitaires. Vous avez le polyoside C qui nous permet de grouper les streptocoques et qui est la base, vous allez l'entendre, du test de détection rapide. Donc le test de détection rapide du streptocoque du groupe A est basé sur la reconnaissance du polyoside C.
Les protéines M ou pili permettent de définir les sérotypes, et le peptidoglycane, vous le savez maintenant parce que vous êtes très cultivé en bactériologie, est la cible des bêta-lactamines qui sont les molécules, les médicaments pivots du traitement des infections ORL, et on va revoir ça dans le détail. Ça va ou je vous parle tchétchène là? D'accord. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail des facteurs de pathogénicité, je vous ai dit la capsule, de manière générale, les capsules dans le monde microbien, que ce soit cryptocoque pour les champignons ou que ce soit les différentes bactéries capsulées, empêchent la phagocytose. La protéine M permet l'adhérence et contribue à l'inhibition de la phagocytose. Les streptocoques, comme tout un tas de bactéries, fabriquent des toxines, et en particulier pour les streptocoques A, B ou C, et G aussi, des toxines érythrogènes, donc génératrices d'érythro, c'est-à-dire d'érythème, responsables d'éruption de la scarlatine. Alors ça, c'est important que vous compreniez ça, parce que les streptocoques, vous pouvez faire 2 ou 3 scarlatines en théorie. Une scarlatine liée au streptocoque du groupe A, au streptocoque du groupe C, au streptocoque du groupe G. Résistance. Les streptocoques du groupe A sont toujours sensibles aux bêta-lactamines et aux aminosides. Alors, pour les streptocoques du groupe A et bêta-lactamine, on n'a pas encore décrit de souches résistantes à la pénicilline, on n'a pas décrit de souches résistantes aux céphalosporines. Donc ça, c'est important, c'est un contre-exemple de la résistance bactérienne, toujours sensible à la pénie, comme vous allez l'entendre. Quand on dit aux aminosides, c'est une sensibilité, on va dire, intermédiaire, encore appelée résistance de bas niveau, c'est-à-dire que si on voulait associer un aminoside pour essayer d'avoir une synergie, celle-ci serait toujours obtenue, même si le streptocoque du groupe A n'est pas rendu stricto sensu sensible. Donc attention dans la formulation que j'ai faite ici, qui est, je trouve, ambiguë en la voyant en grand écran. Les streptocoques sont toujours sensibles du groupe A aux bêta-lactamines, oui. Les streptocoques sont sensibles avec un côté intermédiaire aux résistants bas niveau, aux aminosides, c'est-à-dire que si on veut associer, on aura une synergie. Vous avez eu un topo sur les aminosides déjà? Donc vous avez entendu la résistance à bas niveau, la résistance à haut niveau? Oui. Donc là, on parle de résistance à bas niveau. La résistance aux macrolides. Qu'est-ce que vous connaissez comme macrolide? L'azithromycine, très bien, l'érythromycine, la deutéromycine, etc. La clarithromycine, donc la résistance aux macrolides, vous voyez, est peu prévalente. Néanmoins, elle est de 4,5% chez l'enfant de 15 ans, de moins de 15 ans, et 1% chez les adultes ou jeunes adultes de plus de 15 ans. Alors, épidémie de streptocoque du groupe A, entre l'âge de 5 et 15 ans. Je ne reviens pas sur la clinique, si ce n'est pour vous dire qu'il n'y a aucun signe, comme vous l'avez déjà entendu juste à l'instant, avec une VPP suffisante, c'est-à-dire avec une valeur prédictive positive suffisante. D'accord? Vous savez clairement ce que c'est que la valeur prédictive positive? Je vous rappelle, c'est si le signe est présent, ça veut dire qu'il y a la maladie. Donc, s'il y a des adénopathies, est-ce que ça oriente vers l'angine à streptocoque du groupe A de manière indépendante? Réponse non. Si vous avez le purpura du voile tout seul, réponse non. Donc, aucun de ces signes pris isolément ne suffit à donner une valeur prédictive positive intéressante. Avant de rentrer dans le détail du diagnostic de ces angines à streptocoque du groupe A,
quelles sont les complications ou quelle est l'histoire naturelle de l'angine à streptocoque du groupe A. Et finalement, tout le monde ne mourrait pas d'angine à streptocoque du groupe A avant l'ère des antibiotiques. Et vous savez que les premiers antibiotiques sont arrivés dans les années 30 avec les sulfamides et qu'il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour avoir la pénicilline disponible. Donc l'évolution est le plus souvent favorable spontanément. D'accord, vous avez de nombreuses maladies infectieuses, parfois sévères, dont les sujets se remettent sans traitement antibiotique, ce qui est évidemment à proscrire aujourd'hui. Et à cette occasion, j'attire votre attention sur le fait que les 2 cas de suppuration locale qu'on a eu ces dernières années, c'est-à-dire de phlegmon péri-amygdalien, sont survenus chez les étudiants en médecine de Paris-Descartes. Donc, sachez reconnaître entre vous ou auto-reconnaître l'angine à streptocoque du groupe A. Alors, le phlegmon périamygdalien, donc c'est un abcès autour de l'amygdale qui est responsable d'une fièvre élevée, comme dans tous les abcès, avec des douleurs particulièrement intenses. Vous imaginez bien que si vous avez une boule de pus autour de l'amygdale, c'est moyennement sympathique. Un trismus, c'est-à-dire la contraction douloureuse des masséters par voie réflexe, c'est-à-dire vous avez du mal à avoir la bouche du sujet qui est atteint d'un phlegmon, et un édème de la luette, puisqu'il y a une réaction inflammatoire pharyngée autour. Donc, même si l'évolution est le plus souvent spontanément favorable, il faut savoir reconnaître les angines à streptocoque du groupe A pour éviter, premièrement, les phlegmons périamygdaliens qui, certes peu fréquents, atteignent les plus valeureux d'entre vous potentiellement. Les complications générales, elles peuvent survenir malgré l'antibiothérapie. Ces complications générales sont des complications qui ne sont pas de nature infectieuse mais immunologique. Il y en a 4 que je voudrais que vous mémorisiez, surtout une, qui sont le rhumatisme articulaire aigu, les glomérulonéphrite aiguë, les érythèmes noueux et la chorée de Sydenham. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ce jargon épouvantable ? Le rhumatisme articulaire aigu, c'est donc la survenue dans un contexte aigu d'un tableau polyarthritique avec éventuellement une atteinte cardiaque dont je vous rappelle ou je vous apprends que c'était la base des valvulopathies chez les enfants et les jeunes adultes en France il y a une vingtaine d'années ou trentaine d'années. Et si vous allez travailler au Cambodge ou dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, ou si vous allez travailler en Afrique du Nord, vous allez voir des enfants avec un rhumatisme articulaire aigu, avec ce qu'on appelle des cardites, sous-entendu des endocardites rhumatismales, qui font la genèse de l'endocardite bactérienne ultérieurement dans ces pays-là. Alors, est-ce que le rhumatisme articulaire aigu a complètement disparu? Non, mais quasi fort heureusement du fait de la bonne prise en charge globale des infections ORL. On estime qu'il y a encore quelques cas résiduels sur le territoire français, dans des familles pour lesquelles les conditions sociales et l'origine de pays d'endémie est particulièrement importante, avec des conditions de promiscuité qui autorisent la transmission du streptocoque du groupe A et ses complications immunologiques. J'attire votre attention sur le fait qu'en maladie infectieuse, on est particulièrement branché sur l'évolution sociale dans notre pays et que tout ça n'est pas neutre de voir le courant de migration très important dont il faut tenir compte sur le plan sanitaire. Tout ça est évidemment non pas un plaidoyer contre les migrations, mais pour reconnaître sur le plan médical des circonstances qui sont à haut risque en termes de santé publique, et le rhumatisme articulaire aigu pourrait revenir si on n'y prêtait pas attention et si on ne s'occupait pas correctement des personnes portes de la chapelle. Les glomérulonéphrite aiguës post-streptococcique, ça je vous en dis pas plus. C'est donc des atteintes glomérulaires survenant dans un contexte aigu post-angine ou post-érysipèle.
Vous reverrez ça en néphro. Érythème noueux, qu'est-ce que vous avez déjà entendu ce nom d'érythème noueux? Qu'est-ce que ça vous évoque? Pardon? Des lésions bien circonscrites, mais ça ne me donne pas la photo de l'érythème noueux. Elles sont enchâssées dans le derme. Elles sont sur les faces d'extension. Donc ce sont des nouures, des nodosités, des boules enchâssées dans le derme, inflammatoires sur les zones d'extension, typiquement au niveau des tibias et des chevilles. Et l'érythème noueux peut être d'origine streptococcique. Donc, sachez rechercher un foyer ORL quand vous faites un bilan d'érythème noueux en dermatologie ou en médecine interne. Enfin, la chorée, vous savez qu'il y a enfin, vous avez sans doute entendu parler de la chorée de Huntington. Donc, la chorée de Huntington qui atteint les garçons et qui est une maladie génétique, est opposée à la chorée de Sydenham, peu importe le nom. Les mouvements choréiques sont des mouvements qu'on dit de volaille, avec des mouvements saccadés, notamment de la tête, tout à fait épouvantables. Et donc il y a des chorées post-streptococciques. Donc des suppurations locales, des complications générales, des angines à streptocoque du groupe A. Alors, pour tenter d'avancer dans le diagnostic étiologique des angines bactériennes versus les angines virales, un certain nombre de grands docteurs ont imaginé des scores dont vous voyez les publications là, des scores qui attribuent des points ou qui enlèvent des points en fonction du tableau clinique. Et le score que je vous demande de retenir, parce qu'il fait la base des recommandations en France de prise en charge thérapeutique des angines, c'est le score de Mac Isaac. Mac Isaac est un auteur canadien et qui a montré, donc colonne du milieu, quand le score est bas, les cultures bactériennes sont volontiers négatives, et donc forte valeur prédictive négative d'un score de Mac Isaac inférieur à 2. Si vous avez un score de Mac Isaac inférieur à 2, la probabilité que votre angine soit un streptocoque du groupe A est très faible. D'accord ? Donc valeur prédictive négative forte, s'il n'y a pas le signe, sous-entendu si le score de Mac Isaac est inférieur à 2, eh bien la probabilité de streptocoque du groupe A est faible. Alors, sur quoi repose le diagnostic microbiologique de l'infection à streptocoque du groupe A? Elle repose sur le Strepta-test qui est fourni par l'assurance maladie, en tout cas fourni de manière pas tout à fait conviviale, parce qu'en général, quand vous êtes en zone rurale ou même en banlieue parisienne, vous allez chercher vous-même le Strepta-test à l'autre bout de la ville où vous exercez. Bref, l'approvisionnement, la réalisation pratique de ce test n'est pas si simple que ça pour des raisons logistiques. Le test de détection rapide, je vous l'ai dit tout à l'heure, repose sur la détection d'antigènes de paroi avec une réalisation du test et donc un diagnostic, un résultat dit positif en 5 à 10 minutes. Alors, si certains d'entre vous êtes intéressés par les perspectives de travailler dans les pays à faibles ressources ou à ressources limitées, sachez qu'on utilise en maladies infectieuses de plus en plus de tests rapides. Nous-mêmes développons des tests rapides pour le diagnostic de la cryptococose chez les sujets infectés par le VIH en Afrique. Il y a des tests de diagnostic rapide de la peste, du choléra, de tout un tas de tableaux infectieux basés sur la reconnaissance d'antigènes, des tests qui ne sont pas chers, qui sont commercialisés idéalement à moins de 1 dollar dans ces pays-là. Si on revient au test de détection rapide, lui pour le coup malheureusement encore trop peu disponible dans les pays à ressources limitées, eh bien sa spécificité pour le diagnostic d'angine à streptocoque du groupe A est de 95%, sa sensibilité est de plus de 90%,
Il doit être réalisé systématiquement chez l'enfant de plus de 3 ans, puisque vous avez compris qu'il n'y a pas de streptocoque du groupe A avant l'âge de 3 ans et que le pic est entre l'âge de 4 et 7 ans. Donc, systématique, test de diagnostic rapide devant une angine de l'enfant doit être systématique. Et chez l'adulte, vous avez compris que la probabilité d'avoir une infection à streptocoque du groupe A, si le score de Mac-Isaac est inférieur à 2, eh bien, s'il est supérieur ou égal à 2 chez l'adulte, vous faites un test de diagnostic rapide. D'accord ? Donc ça, on vous attend sur ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que c'est des choses qui sont définies par la haute autorité de santé et qui font office de règlement, de définition de bonnes pratiques médicales. Alors, si le test de détection rapide est négatif, il n'y a pas de traitement antibiotique. Et si vous avez affaire à un enfant vivant dans des conditions sociales particulièrement désastreuses, ben vous vous poserez la question, si le test de diagnostic rapide est négatif et qu'il y a donc des facteurs de risque de rhumatisme articulaire aigu, de réaliser une culture pharyngée. Globalement, c'est anecdotique dans les conditions sociales françaises plus habituelles. Positif, eh bien, vous détectez un antigène de paroi du streptocoque du groupe A, traitement antibiotique. D'accord ? Donc, test de diagnostic rapide, pensez-y comme quelque chose qui, à l'heure du développement de la biologie moléculaire, de la spectrométrie, dans les laboratoires de microbiologie, eh bien, reste toujours d'actualité et de plus en plus développé avec des incidences de santé publique intéressantes. Bon, là, c'est une pub pour le test de diagnostic rapide. Le test de diagnostic rapide, non seulement a un intérêt individuel pour donner un traitement antibiotique chez un enfant ou chez un jeune adulte, mais il a un but collectif qui est de diminuer la consommation excessive d'antibiotiques. Alors, un petit couplet sur la consommation excessive d'antibiotiques. Vous savez que la France était classiquement le dernier pays d'Europe pour la résistance, ou le premier pays d'Europe en termes de fréquence de résistance des streptocoques pneumoniae, liée à la consommation très importante d'antibiotiques en ville, consommation beaucoup trop importante, notamment dépendante des périodes de virose ORL ou respiratoire, et que contrairement aux Pays-Bas, contrairement à la Belgique, la France a des pics de prescription d'antibiotiques en période épidémique virale, ce qui est encore une fois totalement inadapté, et qu'il a fallu des spots télévisuels, des spots radiophoniques comme on dit, avant l'ère d'Internet, pour maîtriser la consommation des antibiotiques en ville, avec le fameux slogan que vous connaissez tous, les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc la France s'enorgueillait dramatiquement d'être le premier pays pour la résistance bactérienne, mais en même temps on est le premier pays où une campagne de santé publique à l'échelle nationale a permis la réduction de la consommation des antibiotiques. Attention, quand on parle de réduction de la consommation des antibiotiques, il faut néanmoins reconnaître les tableaux pour lesquels ces prescriptions sont appropriées, d'où ce commentaire sur le test de diagnostic rapide ORL Streptatest. Alors, place de la culture avec une incubation de 24-48 heures à 37 degrés. Eh bien, on considère que c'est le gold standard quand elle était réalisée. J'ai essayé avec Josette Raymond de définir le peu de cas d'indication de la culture du prélèvement amygdalien. Situation d'échec thérapeutique, premièrement. Les angines ulcéro-nécrotiques, qu'on va revoir dans quelques instants, doivent faire l'objet d'une culture bactérienne. Suspicion d'IST, donc d'infection sexuellement transmissible, par pratique de la fellation évidemment, non protégée.
Ces suspicions d'IST aujourd'hui, je n'ai pas fait de plaque, j'aurais pu en faire, mais vous en entendrez parler dans le cours sur les IST, sont aujourd'hui du registre du diagnostic moléculaire pour ce qui est de gonocoque et pour ce qui est de chlamydia trachomatis, responsable de la maladie de Nicolas Favre dont vous entendrez parler. Et aujourd'hui, pour les personnes homosexuelles masculins à pratique, à risque, et notamment inclus dans les programmes de prévention de transmission du VIH, la prévalence des angines liées à des IST est particulièrement importante. Et donc, on fait une PCR gono, une PCR chlamydia trachomatis au niveau génital en pratique sur les urines du premier jet, au niveau anal et au niveau buccal. Voilà. Donc, suspicion d'IST, certes culture pour être sûr de l'étiologie bactérienne, mais ces cultures sont de plus en plus remplacées en pratique par la réalisation de PCR. Alors attention, si vous prescrivez des PCR sur 3 sites pour les personnes les plus à risque que j'ai évoqués, sachez qu'il y en a un seul site est remboursé, donc ça fait partie des aberrations de santé publique dans notre pays. Il faut 3 ordonnances si vous voulez faire la recherche de gono et de chlamydia au niveau des urines, au niveau anal, au niveau buccal. Voilà, 3 ordonnances pour le prix d'une. Ça augmente le temps des consultations. Et enfin, s'il y a des complications locales, évidemment, si vous avez un phlegmon périamygdalien, c'est mieux d'avoir l'origine bactérienne parfaitement démontrée et précise. Alors, quelles sont les hypothèses expliquant les faux positifs, c'est-à-dire un test de diagnostic rapide positif et une culture négative? Juste ça, on ne vous embêtera pas là-dessus, c'est juste pour illustrer un petit peu plus le propos. La première hypothèse, la culture n'a pas bien marché, et à chaque fois, ça m'a semblé intéressant de vous montrer la démarche didactique dans la littérature qui démontre ça. Donc, soit c'est un streptocoque du groupe A atypique, variant nutritionnel notamment, qui fait que la croissance bactérienne n'est pas optimale. C'est surtout que le streptocoque du groupe A est non viable, et non viable évidemment en raison du transport du prélèvement inadapté ou un délai excessif entre prélèvement et culture. Alors j'attire votre attention, vous êtes étudiant en médecine, donc vous êtes des jeunes médecins en puissance. Sachez que quand vous faites un prélèvement pour recherche de micro-organismes, ne le laissez pas traîner sur la paillasse. Évidemment, quand c'est un liquide céphalorachidien, mais même une expectoration ou un écouvillon pour diagnostic d'angine, eh bien, faites-le porter ou portez-le vous-même au laboratoire le plus rapidement possible. Et notamment en période d'été, moi je suis totalement tétanisé quand je vois les prélèvements microbiaux dans le service, à midi, sur la paillasse, en plein soleil, plein sud. Évidemment, tout ça s'accompagne de résultats microbiaux négatifs. Soit le TDR lui-même n'a pas bien marché et donne une réaction croisée avec une autre bactérie. Voilà, donc vous avez quelques exemples expliquant les discordances entre le test de détection rapide et la culture. Alors finalement, une fois que vous avez compris ça, pourquoi traiter les angines à streptocoque du groupe A? Pour éviter les complications non suppuratives, c'est-à-dire les complications immunologiques. Les complications suppuratives loco-régionales, vous avez compris que je parle du phlegmon périamygdalien. Pour le cadre supérieur exigeant un antibiotique, eh bien, vous voyez que le traitement antibiotique ne permet de gagner que 24 heures sur l'évolution naturelle
de la symptomatologie douloureuse. Et retenez ce que je vous ai dit, c'est-à-dire les clusters avec des clones de streptocoque du groupe A qui circulent en Europe, qui sont responsables de micro-épidémies ou vraies épidémies, diminution de la contagiosité. Donc il y a une dimension collective dans le traitement des infections à streptocoque du groupe A. Qui traité par antibiotiques, donc j'insiste lourdement, c'est la base des recommandations. Les enfants de plus de 3 ans avec un test de détection rapide positif et les adultes avec un score de Mac-Isaac supérieur ou égal à 2 et un test de diagnostic rapide positif. D'accord ? Les traitements anciens, je vais passer, vous aurez ça dans votre base de diapositives pour me focaliser sur les traitements actuels et notamment la grande recommandation qui est l'amoxicilline à la posologie de 1 g 2 fois par jour. Je vous rappelle que les pénicillines comme les céphalosporines sont des antibiotiques qui sont temps dépendants. C'est-à-dire que le temps pendant lequel la concentration de l'antibiotique est au-dessus de la CMI est particulièrement important et que la quasi-totalité des bêta-lactamines s'administre en plusieurs fois par jour. Donc quand vous avez 2 grammes par jour d'amoxicilline, c'est 1 gramme fois 2 par jour. Chez l'enfant, c'est 50 mg par kilo et par jour, durée 6 jours. Alors pourquoi je vous dis 6 jours et pas 7 jours ou 5 jours et demi? C'est que les essais thérapeutiques, quand on parle d'un nombre de jours aussi précis que ça, ont été conduits avec les durées de traitement et validés avec les durées de traitement proposées. Ces recommandations sont les recommandations de bonne pratique en France qui datent de novembre 2011, qui font toujours autorité. Et les céphalosporines que vous voyez, céfuroxime-acétyl, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous me dirait c'est une C1G, c'est une C2G, c'est une C3G? C'est une 2. Voilà, j'entends la bonne réponse. Donc céfuroxime-acétyl, c'est une C2G. Céphodoxime-proxétyl, c'est une 1, 2 ou 3? Non, c'est une 3. Voilà. Donc, peu importe, mais ça vous renvoie à votre classification des céphalosporines. Céfuroxime-acétyl ou céphodoxime-proxétyl, le dernier, on l'utilise, nous, en tout cas, jamais. C'est seulement s'il y a allergie à la pénicilline. Est-ce que vous savez, est-ce qu'on vous a déjà appris le pourcentage d'allergie croisée entre pénicilline et céphalosporine? Combien? Oh là, non, c'est beaucoup trop. 10. D'accord. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça vaut la peine de prendre un risque d'allergie croisée, même dans 10% des cas, pour le traitement d'une angine? Tout dépend de l'intensité des symptômes responsables de l'allergie, en sachant que l'allergie dans le grand public, je vous rappelle que les gens disent qu'ils sont allergiques aux antibiotiques quand ils ont des troubles digestifs induits par les traitements antibiotiques. D'accord? Donc, dans vos observations, donc dans votre vie de futur médecin, sachez reconnaître les allergies vraies comme étant les toxidermies, comme étant les chocs anaphylactiques, comme étant les édèmes de Quinn, comme étant l'hyperéosinophilie, comme étant la fièvre survenue sous traitement, et pas j'ai eu des nausées avec tel antibiotique et vous reproduisez ce que le malade vous dit, c'est-à-dire allergique aux antibiotiques de telle famille, et le jour où vous vous retrouvez dans un service de maladies infectieuses comme le nôtre, eh bien vous pouvez passer à côté d'antibiothérapies importantes pour le malade sur la base d'un interrogatoire foireux.
Donc, j'insiste lourdement, si allergie mineure à la pénicilline, vous pouvez tenter une céphalosporine, puisque dans 90% des cas, ça se passera bien. Si vous avez un antécédent d'édème de Kuhn ou de choc anaphylactique à la pénicilline, je vous recommande de ne pas donner une céphalosporine, qui sera dans 10% des cas associée éventuellement à une manifestation sévère. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire si on a une allergie grave à une bêta-lactamine ou si vous avez une allergie combinée aux bêta-lactamines, c'est-à-dire pénicilline plus céphalosporine, vous donnez l'azithromycine, complètement génériquée, donc il y a largement plein de génériques aujourd'hui d'azithromycine. Alors pourquoi l'azithromycine? C'est pas du tout que j'ai une action chez les grossistes répartiteurs, c'est parce que c'est la seule antibiothérapie par macrolide et de manière générale qui a permis de raccourcir significativement la durée de traitement de l'angine à 3 jours avec une prise par jour. La posologie chez l'enfant n'est validée qu'au-delà de 3 ans, puisque vous avez compris qu'en dessous de 3 ans, il n'y a pas de streptocoque du groupe A. Donc azithromycine, 500 mg par jour chez l'adulte pendant 3 jours. Qu'est-ce qu'on appelle angine récidivante? Angine récidivante, c'est plus de 3 angines en un hiver, 5 au cours de 2 hivers consécutifs. Vous voyez que la part des streptocoques du groupe A est moins importante, avec des staphylocoques dorés, des hémophilus qui peuvent survenir. C2G ou C3G oral, pas le céfixime. Quand est-ce que vous avez entendu parler du céfixime éventuellement? Et qu'est-ce que c'est que le céfixime? J'ai entendu C3G, ouais, voilà, donc vous avez déjà entendu 2 céphalosporines orales de 3e génération, le céfixime, et tout à l'heure on a parlé du cefpodoxime proxéthyl. Donc vous avez les 2 céphalosporines de 3e génération par voie orale que vous devez retenir. Et pourquoi pas le céfixime? Le céfixime est intéressant sur les entérobactéries et beaucoup moins intéressant sur les coques Gram+. Donc son activité est bien moindre que le cefpodoxime. Donc pas de céfixime, pas d'oroquène, qui est le nom commercial le plus fréquemment retrouvé pour le céfixime dans les angines récidivantes, de manière générale dans la sphère ORL. Et amygdalectomie chez les enfants en cas d'échec du traitement médical. Mais là, on sort du topo malin pour aller vers la prise en charge ORL chirurgicale. Donc, est-ce que vous avez des questions sur angine érythémateuse ou érythématopultacée? Je vous rappelle, 8 millions de cas en France, donc c'est un sujet qui doit être particulièrement bien connu. Ça fait partie des sujets hautement tombables à l'ECN, à l'examen de Malin. Voilà. Alors, deuxième type d'angine, puisque vous avez compris que érythémateuse ou érythématopultacée était le même tableau, les mêmes étiologies, la même prise en charge. Angine pseudomembraneuse, encore appelée pseudo, donc fausse, angine à fausse membrane. Alors, ces angines à fausse membrane correspondent avant tout, et de très très loin évidemment, à la mononucléose infectieuse liée au virus, liée au virus EBV, dont vous avez entendu tout à l'heure qu'il était responsable d'angines érythémateuses et érythématopultacées. Donc j'insiste bien, EBV, 3 types d'angines possibles, rouge, rouge à point blanc et fausse membrane. Alors, comment séparer l'angine pseudomembraneuse de la mononucléose de celle de la diphtérie? Et si vous allez travailler en Algérie aujourd'hui, dans le sud de l'Algérie, si vous allez travailler dans les pays d'Europe de l'Est, si vous allez travailler en Asie du Sud-Est,
ou en Chine, vous êtes à même de diagnostiquer des angines diphtériques. Et donc, c'est important que vous en ayez entendu parler une fois dans cet illustrissime cours de 3e année. La mononucléose infectieuse se traduit par des fausses membranes qui ne sont pas adhérentes et qui respectent l'aluette. C'est-à-dire que les fausses membranes, l'enduit grisâtre que vous voyez mentionné sur le haut de la diapo, l'enduit grisâtre que vous voyez sur l'amygdale avec entre parenthèses ah non, j'avais cru voir un purpurin. Donc, l'enduit grisâtre de la mononucléose n'est pas adhérent, respecte la luette, s'associe à un purpura du voile classiquement, à des adénopathies cervicales. Vous savez peut-être que dans la mononucléose, il peut y avoir une splénomégalie. Vous pouvez avoir d'autres manifestations, des atteintes du système nerveux central, des myocardites, un syndrome mononucléosique sur la numération. Vous avez entendu parler du syndrome mononucléosique? Non. La réaction avec des grands lymphocytes bleutés sur la numération, vous n'avez jamais entendu ça? Non. Donc, plus ou moins autre manifestation. Donc, il peut y avoir une pointe de rate dans la mononucléose. Et ce qui est particulier aux angines de la mononucléose, aux angines à CMV, aux angines liées à la primo-infection VIH, c'est l'éruption post-pénicilline du groupe A. D'accord? Donc attention, dans une angine pseudomembraneuse ou érythémateuse, la survenue d'une éruption peut être, qu'est-ce que vous avez compris pour l'instant? Je répète, survenue d'une éruption au cours du traitement antibiotique d'une angine, de manière générale. Donc ça peut être étiologie virale finalement. Et dans les étiologies virales, la mononucléose infectieuse. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être une allergie à l'antibiotique. Donc c'est pas toujours facile. Ceci pour dire que n'étiquetez pas de manière définitive une éruption satellite de la mononucléose comme une allergie, puisque cette éruption se voit dans 90% des cas et n'a rien à voir donc avec une allergie. C'est quasiment un test diagnostique de la mononucléose. Donc sachez reconnaître la mononucléose comme une cause d'angine érythémateuse ou érythématopultacée, comme une cause d'angine pseudomembraneuse sans adhérence, respect de la luette, c'est fondamental. Alors l'angine diphtérique, elle survient dans les 7 jours post-comptage chez un sujet qui n'a pas été vacciné, qui a voyagé dans un pays à faible ressources. Aujourd'hui, on supprime le terme de pays en voie de développement, mais on dit pays à ressources limitées. C'est un réservoir strictement humain que la diphtérie. Alors, quel est le genre de la bactérie responsable de la diphtérie? Comment s'appelle le... Non, c'est pas un spirochète. Alors, quel est le genre? Corynebacterium diphtheriae. Vous avez entendu parler de corynebactéries. Donc, ce sont des bacilles à gram positif. Et donc, attention, si vous avez un bacille à gram positif un jour à partir d'un prélèvement pharyngé, c'est pas un contaminant forcément. Ça peut être largement l'agent responsable de la diphtérie. Alors, par opposition à l'angine pseudomembraneuse de la mononucléose, l'angine diphtérique est responsable d'une adhérence aux amygdales, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas avec la baisse-langue à enlever cet enduit, et est responsable d'une atteinte de la luette avec un jetage nasal classiquement unilatéral, c'est-à-dire un mouchage, c'est-à-dire une rhinorrhée antérieure.
Alors, trois complications dont il faut que vous ayez entendu parler une fois parce que vous ne le réentendrez quasiment plus jamais dans la suite de votre formation médicale. C'est le croup. Qu'est-ce que c'est que le croup? Si certains d'entre vous ont déjà fait des stages à l'étranger, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que c'est que le croup? Le croup, c'était la première cause de trachéotomie chez l'enfant au début du XXe siècle. Et pourquoi trachéotomie? Parce que c'était ce qu'on appelait la diphtérie laryngée. Donc la laryngite de la diphtérie, c'est le croup. Et vous imaginez des fausses membranes sur le larynx et qui empêchent évidemment les enfants. Donc c'était la suffocation des enfants avant que l'on ne réalise des trachéotomies à l'ère de pré-vaccinale, évidemment. Le croup existe toujours dans le monde, est une cause de décès de la fièvre de l'angine diphthérique. Deuxième cause de décès possible, la myocardite, qui survient classiquement au 7e jour. Myocardite qui est une manifestation toxinique de la maladie et pas une manifestation bactérienne au sens microbio du terme. Et troisièmement, les neuropathies, classiquement au-delà de 5 semaines. Donc je répète, angine diphtérique, c'est adhérent, ça ne respecte pas la luette, c'est dans un contexte d'absence de vaccination et c'est dans un contexte de voyage en zone d'endémie, sauf si évidemment vous êtes en situation de cas secondaire, c'est-à-dire que c'est le petit frère qui a voyagé au Vietnam et le grand frère que vous voyez en consultation qui lui n'a pas forcément voyagé, mais il y a toujours un contexte de voyage chez le sujet lui-même ou dans sa famille ou dans son entourage proche en pays à faibles ressources. Donc il n'y a pas de diphtérie autochtone en France métropolitaine aujourd'hui. Le traitement des angines pseudomembraneuses, traitement symptomatique pour la mononucléose infectieuse, corticoïdes si gène respiratoire, angine diphtérique, sérothérapie, donc sérothérapie antitoxinique, plus vaccination, c'est-à-dire anatoxinothérapie. Donc il y a à la fois l'anticorps anticorinébactérie diphtériée avec la sérothérapie, il y a la vaccination avec 3 injections et il y a le traitement antibiotique par amoxicilline 10 jours. La diphtérie fait partie des maladies à déclaration obligatoire. Donc on est intraitable pour votre examen de maladie infectieuse sur les maladies à déclaration obligatoire parce que vous avez un rôle en tant que médecin majeur dans la cassure des chaînes de transmission, donc un rôle très important en santé publique. Dépistage des sujets contacts et le rappel chez l'adulte s'appelle le Revaxis. Et donc ce rappel est absolument fondamental de manière générale et encore plus si vous vous rendez en ex-pays d'Union soviétique, donc l'Europe de l'Est de manière élargie, l'Asie centrale, l'Asie dans sa partie dense en termes de population et à moindre ressources, notamment l'Asie du Sud-Est et les pays d'Afrique du Nord. Angine vésiculeuse, avant-dernier tableau d'angine, donc érythémateuse ou érythématopultacée, pseudomembraneuse, vésiculeuse. Vésiculeuses, elles sont toujours virales. Les vésicules deviennent des petites érosions. Il y a 3 tableaux que je vous ai mentionnés ici pour les angines vésiculeuses. Ces tableaux peuvent se voir tout à fait chez l'adulte, donc pas seulement chez l'enfant. Le tableau de la primo-infection à HSV1, les angines zostériennes, l'angine du zona et l'herpangine
plus ou moins le syndrome main-pied-bouche sur lequel on va revenir. Primo-infection à HSV1 et classiquement comme complication la méningo-encéphalite. Donc je sais que vous avez eu le cours sur les méningites et les encéphalites il y a 2 jours, c'est ça? Eh bien, il y a 2 jours, vous avez dû entendre que HSV1 et l'herpès simplex, le plus souvent impliqué dans la survenue de la méningo-encéphalite, en tout cas de la méningo-encéphalite de la primo-infection. C'est le plus souvent une gingivostomatite de manière plus diffuse, c'est-à-dire qu'il y a des vésicules sur l'ensemble de la bouche, parfois au niveau de l'œsophage, et parfois on est obligé d'hospitaliser les patients. On a hospitalisé il n'y a pas très longtemps une patiente avec une angine à HSV1, incapable de se nourrir et de déglutir, donc perfusion de Zovirax, d'aciclovir, donc pour traiter ces patients. Angine zostérienne, vous savez qu'une des caractéristiques du zona, ou sinon vous l'apprendrez, c'est d'avoir une éruption unilatérale. Si vous avez des vésicules sur la partie droite de la langue et pas la partie gauche, si vous avez des vésicules sur l'amygdale droite et pas l'amygdale gauche, ça peut évoquer le zona. D'accord ? Zona chez un adulte, toujours bilan à la recherche d'une immunodépression, notamment hémopathie lymphoïde, notamment infection par le VIH. Enfin, dernier tableau d'angine ulcéreuse, donc virale, c'est le tableau des herpangines. Herpangines qui sont importantes à connaître parce que source d'une morbidité absolument impressionnante sur le plan international. Sachez que si vous avez des jeunes enfants de votre entourage qui se rendent en Chine aujourd'hui, et notamment à Shanghai et toute la région de Shanghai, il y a une épidémie, voire une endémie maintenant, d'entérovirus responsable d'herpangines. Donc les herpangines sont liées au Coxsackie du groupe A, dont je vous ai mis la répartition en termes de type A10 40%, A6 28%, A16 18%, peu importe, ou entérovirus 71, 6% en France, des enfants âgés entre 1 et 7 ans, avec des épidémies estivales. Pourquoi les infections à Coxsackie sont dangereuses? Est-ce que c'est parce qu'elles donnent des angines vésiculeuses ou pourquoi? Alors, ce n'est pas un syndrome auto-immun, c'est des myocardites. Donc, quand vous apprendrez en cardio les myocardites du nourrisson, eh bien, vous entendrez que ces myocardites sont liés à Coxsackie du groupe A. Épidémie estivale. Et la deuxième raison pour laquelle ces virus sont dangereux, notamment les entérovirus, plus que les Coxsackie, c'est responsable de méningite. La première cause de méningite virale en France est les méningites à entérovirus. Alors qu'est-ce que c'est que le syndrome pied-main-bouche? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Donc bouche, c'est l'angine vésiculeuse, main, c'est des vésicules au niveau des mains et notamment au niveau de la paume des mains, et pied, vésicules au niveau de la plante des pieds. Donc si vous avez un syndrome pied-main-bouche hautement contagieux, eh bien c'est lié à entérovirus ou à Coxsackie. C'est particulièrement pénible. Et nous avons un de nos internes, dont je ne suis pas très fier, qui a développé un syndrome pied-main-bouche après l'accueil d'un patient qui avait un nouvel entérovirus jamais rencontré, qui a développé dans les jours qui suivent un syndrome pied-main-bouche. Donc vous voyez que c'est hautement contagieux. Et enfin, pour terminer, les angines ulcéreuses ou ulcéronécrotiques. Trois causes, l'angine de Vincent, le chancre syphilitique et l'angine ulcéronécrotique.
Alors, l'angine de Vincent, c'est lié à une association de deux bactéries, Fusobacterium, dont vous voyez les noms d'espèces, et une Borrelia. Pourquoi vous entendez parler beaucoup des Borrelia en ce moment à la télé, à la radio? La maladie de Lyme. Voilà. Donc Borrelia, c'est pas le Borrelia de la maladie de Lyme, c'est Borrelia vincenti qui est responsable d'un tableau sévère avec haleine fétide. Il y a d'autres étiologies. Odynophagie latérale, ulcération, adénopathie, donc qui permet d'éviter ce qu'on appelle le syndrome de Lemierre. Alors qu'est-ce que c'est que le syndrome de Lemierre? Le syndrome de Lemierre, Lemierre était un grand infectiologue français du XXe siècle, a décrit cette entité qui est une thrombose veineuse jugulaire compliquée d'embolie pulmonaire avec infarctus qui est lié à Fusobacterium. Donc retenez pour votre pratique ultérieure, toute infection à Fusobacterium doit être anticoagulée parce que Fusobacterium produit des facteurs procoagulants. Donc une angine avec haleine fétide, si l'haleine fétide est connue de longue date, ça a moins d'intérêt, mais si l'haleine fétide est de découverte récente, pensez avec un ganglion et de la fièvre à l'angine de Vincent ou à un phlegmon de l'amygdale. Chancre syphilitique, c'est tout simplement l'introduction imagée du tréponème au niveau de l'amygdale. Et enfin, angine ulcéronécrotique. Dès que vous avez une angine ulcéronécrotique, ce que je vous disais au tout début de topo, recherchez une hémopathie ou une agranulocytose. Donc, comment on recherche une hémopathie ou une agranulocytose? Tout simplement en demandant une numération formule sanguine. D'accord? Une angine peut révéler une leucémie aiguë, notamment lymphoblastique chez l'enfant. Donc, angine ulcéronécrotique égale pour vous synonyme de neutropénie profonde égale synonyme d'hémopathie ou d'agranulocytose, notamment d'origine médicamenteuse. Est-ce que vous avez des questions sur les angines? Si vous avez compris les angines, vous avez quasiment compris les sinusites et vous avez quasiment compris les otites. Donc la partie la plus lourde de ce topo vous a été faite. Alors est-ce que vous avez des questions pratiques? Oui. On a de la fièvre quand c'est viral ou bactérien. Réponse oui. Alors, n'importe quelle cause d'angine peut donner de la fièvre. Le degré de la fièvre n'oriente pas. Alors c'est sûr que si vous avez un tableau de frissons particulièrement intense et 40 degrés, ça fait plus angine à streptocoque qu'angine virale. Mais je vous rappelle que les frissons, vous l'avez dans la grippe. Donc les myxovirus et tous les virus responsables de syndrome grippaux peuvent donner des frissons, peuvent donner des fortes fièvres. Voilà. Mais si vous avez 40 et des frissons avec une angine érythématopultacée, ça oriente quand même beaucoup vers l'origine bactérienne. Voilà. D'autres questions? Alors, donc, sinusite aiguë et otite, comme je vous le disais, c'est plus simple. Un tout petit mot des rhinopharyngites virales, avec cette évolution des symptômes au cours du temps mesurés en jours. Donc vous voyez que la toux dans une infection à rhinovirus peut mettre jusqu'à 12, 13, 14 jours pour disparaître. Alors, rhinopharyngite virale,
rhinorrhée, c'est-à-dire le nez qui coule, l'éternuement, l'obstruction nasale, la fièvre, la toux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la purulence de la rhinorrhée, c'est-à-dire le mouchage, pour être clair, si j'ose dire, jaunâtre ou verdâtre, n'oriente pas forcément vers la complication bactérienne de principe. L'évolution, et vous le voyez, regardez, on va revoir ensemble l'évolution de la fièvre. Vous voyez qu'elle disparaît dans les 7 jours, les maux de tête disparaissent dans les 10 jours, l'obstruction nasale disparaît dans les 10 jours. Donc bref, l'évolution d'une infection à un rhinovirus est spontanément favorable en 7 à 10 jours. Les complications des rhinopharyngites sont donc l'otite moyenne aiguë et la sinusite qu'on va voir maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une sinusite aiguë est avant tout une maladie virale avant d'être une maladie bactérienne. Donc, si vous avez compris les virus responsables d'angine, vous les mettez dans la cavité sinusienne et ça donne une sinusite d'abord virale. Avant de devenir bactérienne, la sinusite aiguë, quand elle n'est pas liée à une infection virale au départ, est d'origine dentaire, et notamment, évidemment, les dents du maxillaire supérieur. Chez l'enfant de plus de 5 ans, parce qu'en dessous de 5 ans, il n'y a pas de sinus, pas de cavité sinusienne développée, 70% des sinusites purulentes sont liées à Haemophilus influenzae ou Streptococcus pneumoniae, notamment chez les enfants non vaccinés. La seule cause de sinusite chez le petit enfant, chez le nourrisson, c'est l'ethmoïdite. L'ethmoïdite dont je vous montrerai des photos. L'ethmoïdite est liée à Staph doré, Haemophilus influenzae, pneumocoque ou streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Alors, ethmoïdite, je voudrais que vous sortiez de ce topo avec l'idée claire que l'ethmoïdite du nourrisson ou du petit enfant est une urgence infectiologique et vous allez comprendre pourquoi à partir d'images que je vais vous montrer. Chez l'adulte, vous avez la répartition des bactéries. Donc, on tourne toujours autour des 3 mêmes bactéries, Haemophilus, pneumocoque, M. cataralis. Qu'est-ce que c'est que M. cataralis? Le M veut dire quoi? Alors, Moraxella, vous avez jamais entendu parler? Voilà, Moraxella cataralis. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ça ne m'intéresse pas tellement que vous sachiez que ce soit 23% de pneumocoque. Ce qui m'intéresse davantage, c'est que vous ayez entendu la correspondance en termes de moindre sensibilité ou de résistance au traitement antibiotique. Alors, Haemophilus influenzae, 10%, plutôt 10% maintenant, de résistance à la pénie est liée à la pénicillinase. Alors, qu'est-ce que vous en déduisez sur le plan thérapeutique? Si un hémophilus est producteur de pénicillinase, il va être sensible à l'association amoxicilline acide clavulanique. Très bien. Si par contre, dans 10 à 20% des cas, il y a une protéine de liaison aux pénicilline qui est modifiée, vous en concluez que l'inhibition par l'inhibiteur de pénicillinase, qui est l'acide clavulanique, ne va pas marcher. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous proposez? Une céphalosporine. D'accord? Donc attention à ça. Vous avez aujourd'hui, et ça c'est important pour toute votre pratique infectiologique au cours des prochaines semaines et pour votre vie de médecin, vous avez autour de 15-20% des hémophilus résistants à la pénie qui sont résistants aussi à l'acide clavulanique par modification d'un PLP. D'accord? Dans ce cas-là, céphalosporine.
Pour Streptococcus pneumoniae, vous avez dans les sinusites une prévalence de pneumo de moindre sensibilité qui n'est pas négligeable du tout, allant jusqu'à 30% selon les séries. Et Moraxella catarrhalis, c'est plus simple parce que 95% des isolats sont producteurs de pénicillinase. Donc, gardez ça à l'esprit. Les autres bactéries sont plus rares. Donc, sinusite aiguë, maladie avant tout virale, compliquée par la surinfection bactérienne des bactéries qui sont présentes dans le tractus respiratoire supérieur ou sinusite aiguë d'origine dentaire. Alors, quand est-ce que on évoque la surinfection bactérienne de la sinusite? Quand le tableau pour la sinusite maxillaire est unilatéral, quand vous avez une rhinorrhée purulente persistante, quand vous avez une douleur infraorbitaire, et si le sujet vous dit qu'il a mal au niveau de la joue quand il lace ses chaussures, c'est en général que le sinus est sous tension, ce d'autant que la douleur est pulsatile et toutes les douleurs de cavité sous tension sont à recrudescence nocturne. L'irradiation vers l'arcade dentaire oriente vers la sinusite maxillaire. La persistance de la fièvre en plus de 3 jours et l'antécédent de sinusite aiguë. La radio ne doit pas être systématique dans une sinusite. Elle est très peu intéressante. Qu'est-ce que vous voyez sur cette radio qu'on appelle d'incidence de Blondeau? Où ça? C'est-à-dire le sinus quoi? Voilà, tu as le choix entre sinus maxillaire, sinus ethmoïdal, sinus frontal, sinus phénoïdal. Donc sinus maxillaire, comment tu décris cette opacité? Oui, mais surtout, elle est surtout marquée à gauche ou à droite? Non, à gauche. Elle est plus marquée à gauche avec ce qu'on appelle un niveau. D'accord? Donc là, il y a du pus dans la cavité sinusienne maxillaire. Voilà. Alors, quel est l'examen le plus intéressant sur le plan radiologique pour le diagnostic de sinusite? C'est le scanner. Le scanner, aujourd'hui, un scanner des sinus, ça prend 3 minutes. Vous dégagez sinus maxillaire, ethmoïdaux, sphénoïdaux et frontaux. Pour bien avoir un peu de neuroanatomie à l'esprit, qu'est-ce qu'il y a comme structure vitale derrière les sinus sphénoïdaux? Juste si vous avez compris ça, la carotide interne et le sinus caverneux. Donc la hantise de la sinusite sphénoïdienne ou sphénoïdale, c'est les complications suppuratives loco-régionales qu'on va revoir, et notamment l'atteinte de la carotide et l'atteinte du sinus caverneux. Donc sinusite sphénoïdienne ou sphénoïdale, beaucoup plus catastrophique que les autres. Et enfin, panoramique dentaire, si recherche de l'origine dentaire. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, le panoramique dentaire tend à être remplacé par ce qu'on appelle le dentascan, totalement catastrophique sur le plan économique, mais le panoramique dentaire marche très bien. Donc, si vous suspectez une origine dentaire chez quelqu'un qui a eu des soins dentaires sur le maxillaire supérieur dans le passé, panoramique dentaire ou dentascan. Et si vous avez une suspicion de sinusite frontale avec la même symptomatologie au niveau du front ou une sinusite ethmoïdienne, notamment chez l'enfant, vous demanderez un scanner. Alors justement, pour aborder l'ethmoïdite aiguë de l'enfant, plutôt que de vous montrer
du texte, je trouve plus intéressant de vous montrer deux images. Alors, qui me commente ces images? Jeune enfant, 42 fièvre, des frissons. Qu'est-ce que vous voyez d'épouvantable? Un bombement au niveau de l'angle interne de l'œil droit. Donc vous êtes en plein dans le drame de l'ethmoïdite aiguë bactérienne. Chez les immunodéprimés, vous avez des tableaux comme ça qui peuvent être liés à des champignons avec extension au niveau de l'orbite et évidemment une suppuration de la base du crâne potentiellement associée. Comment vous me décrivez ce scanner à droite? Alors, il y a une hypodensité, c'est vrai, mais déjà, si vous regardez l'ethmoïde, voilà, il y a une lise des cellules ethmoïdiennes, il y a une opacité avec lise qui contraste avec l'aération de la partie gauche de l'ethmoïde. Donc, opacité de l'ethmoïde plus destruction des cloisons. Et puis surtout, voilà, il y a une infiltration périsinusienne avec extension vers l'orbite. D'accord? Donc, quand vous avez ce tableau-là chez un nourrisson avec une rhinorrhée purulente, un tableau septique sévère, cet édème de l'angle interne de l'œil, c'est une hospitalisation avec une antibiothérapie parentérale. Alors, attention, dans tous les sujets de malymphe, on vous attend sur la bonne orientation du patient, c'est-à-dire sur les conditions d'hospitalisation et sur les conditions de surveillance en réanimation qui représentent l'ECN, même si ce n'est pas toute votre vie, jusqu'à 10% des points pour les sujets. C'est-à-dire que si vous mettez une infection grave sans parler d'hospitalisation sous antibiotiques, ça ne fait pas tout à fait vécu et ça vous enlève 10% de la note. Donc, de manière générale, commencez par l'analyse de votre dossier, comme l'analyse du patient quand vous serez appelé dans des services à 3 heures du matin, où vous constaterez l'état hémodynamique, l'état ventilatoire, l'état neurologique et l'état cutané. Donc là, prostration, céphalée, rhinorrhée purulente, édème angle interne de l'œil, hospitalisation et antibiothérapie parentérale. Complications des sinusites aiguës, très rares dans les sinusites maxillaires. Vous l'avez compris pour le tableau ethmoïdien, cellulite ou phlegmon orbitaire, avec l'immobilité du globe et parfois nécessité d'une chirurgie en urgence. Chirurgie suppose quelque chose de bien collecté, parce que si vous allez dans un magma infectieux et essayer de faire de la chirurgie orbitaire, ça se traduit souvent par la perte de l'œil et parfois nécessité de ce qu'on appelle l'exentération, c'est-à-dire l'ablation de tout le globe orbitaire, particulièrement catastrophique sur le plan du préjudice esthétique, même si aujourd'hui on arrive à avoir des yeux artificiels de pas trop mauvaise qualité. Complications neuroménagées, des méningites bactériennes compliquant des sinusites, thrombophlébite du sinus caverneux, vous avez compris que le sinus caverneux est derrière le sinus sphénoïdal, abcès cérébral antérieur, notamment par extension. Donc, devant toute suppuration du système nerveux central, devant toute méningite bactérienne, vous rechercherez un foyer ORL et notamment sinusien. Et dernière complication, l'ampième sous-dural. C'est quoi l'ampième sous-dural?
C'est tout simplement une poche de pus sous la dure mère. Comme vous avez des hématomes sous-duraux, qui est la présence de sang dans l'espace sous-dural après traumatisme, là l'ampième c'est du pus sous-dural. Sinusite chronique, je vous en parlerai en 6e année dans le détail. Sinusite chronique, toujours évoquer un déficit immunitaire et notamment un déficit immunitaire humoral. Pourquoi humoral? Parce que les anticorps sont importants pour la lutte contre les bactéries encapsulées. Et donc, infection ORL chronique, pensez à déficit immunitaire. Alors, traitement antibiotique des sinusites aiguës de l'adulte. Les sinusites frontales, ethmoïdales et sphénoïdales doivent être traitées par antibiotiques. Les sinusites maxillaires caractérisées, c'est-à-dire avec le côté unilatéral persistant au-delà de 72 heures lors du premier épisode, compliqués ou en échec du traitement symptomatique, doivent être traités par antibiotiques. Une sinusite unilatérale avec la douleur d'origine dentaire homolatérale supérieure, alors évidemment si c'est une dent de sagesse du bas et une sinusite de l'autre côté, il n'y a aucun rapport. Donc ça doit être homolatéral et sur le maxillaire supérieur. Et je vous ai mis la reco chez l'enfant rhinopharyngite de plus de 10 jours. Moi je ne peux pas être critique là-dessus, mais ça me semble bizarre, même si c'est marqué dans les recos, donc gardez-le. Mais alors, quel est le traitement antibiotique des sinusites aiguës maxillaires? C'est l'amoxicilline. Donc vous voyez que la posologie est plutôt de 2 à 3 grammes par jour chez l'adulte, 80 mg par kilo et par jour chez l'enfant, 2 à 3 prises par jour selon le nombre de grammes et 7 à 10 jours. Alors, il y a des choses que j'aime pas bien dans ce genre de recommandations, c'est que quand vous avez des fourchettes de type 7 à 10 jours, est-ce qu'on fait 7 jours, est-ce qu'on fait 8 jours, est-ce qu'on fait 9 jours, est-ce qu'on fait 10 jours? Donc en pratique, ce que je vous propose, c'est de prendre la fourchette, la partie basse de la fourchette. 7 jours suffit pour la très grande majorité des sinusites des sujets immunocompétents. Alors pourquoi? Tout à l'heure, vous avez aperçu que pour le streptocoque du groupe A, c'était 50 mg par kilo et par jour chez l'enfant, 2 grammes par jour chez l'adulte, et là, je vous dis 80 mg par kilo pour les sinusites. Alors, c'est pas la pénétration antibiotique qui drive ça, non, c'est autre chose. Qu'est-ce que je vous ai dit sur le plan de la résistance bactérienne? Je vous ai dit qu'il y avait du pneumocoque avec du pneumocoque de moindre sensibilité à la pénie. Et donc, dès qu'il y a pneumocoque, les posologies d'amoxicilline chez l'enfant et chez l'adulte augmentent. Donc, le pneumocoque est moins sensible à la pénigée ou à l'ampicilline et amoxicilline, alors que le streptocoque du groupe A est toujours sensible. Vous retrouvez le céfuroxymaxétyle dont vous m'avez dit que c'était une C2G, vous retrouvez le cefpodoxime proxétyle et vous avez d'autres antibiotiques dont vous ne retenez pas les posologies. Vous voyez que la pristinamycine en cas d'allergie au bêta-lactamine a pu être documentée comme efficace après 4 jours de traitement. Donc vous retenez, s'il y a une chose à retenir de ce tableau, c'est amoxicilline, 80 mg par kilo et par jour chez l'enfant, 2 à 3 grammes par jour chez l'adulte. Alors,
Je vous ai mis un petit encart sur l'ethmoïdite aiguë de l'enfant, dont vous avez vu qu'elle peut être liée à Hémophilus, elle peut être liée à pneumocoque, elle peut être liée à Staph doré. Donc dans ce cas-là, c'est céphalosporine de troisième génération plus aminoside. Pourquoi le diminutif des aminosides s'appelle AG, aminoglycoside? Très bien. Ou phosphomycine, donc C3G plus aminoside ou C3G plus phosphomycine. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme céphalosporine de troisième génération parentérale utilisable dans les infections ORL? Céphotaxime, très bien. Et l'autre? Un antibiotique, la seule bêta-lactamine quasiment qui se donne en une fois par jour pour des raisons de demi-vie très longues. La ceftriaxone. D'accord. Donc, quand je dis C3G, point important parce que ça pourrait être ambigu à la lecture de la diapo, C3G dans l'ethmoïdite aiguë d'enfant, c'est C3G parentérale. J'insiste, C3G parentérale pour l'ethmoïdite aiguë de l'enfant. Et aminoside. Aminoside, ça peut être péros ou pas? Est-ce qu'un aminoside peut être donné par voie orale? Oui, non, peut-être, je sais pas, je demande à ma voisine. Non, l'aminoside n'est pas absorbé par voie orale, donc c'est forcément parentéral. Alors, place de l'amoxicilline acide clavulanique et vous aurez une petite plaque à avant que vous pourrez lire une fois, sur laquelle je ne commande pas parce qu'elle implique directement la place de l'amoxicilline acide clavulanique. Échec de traitement d'une sinusite aiguë maxillaire. Sinusite aiguë maxillaire d'origine dentaire. Et sinusite frontale ou sphénoïdale ou ethmoïdale chez l'adulte. En deuxième intention, peut-être une indication de l'amoxicilline acide clavulanique. En pratique, la grande indication d'amoxicilline acide clavulanique qu'on veut que vous reteniez, c'est la sinusite aiguë maxillaire d'origine dentaire. Vous voyez, sinusite, pas très compliqué. Si on essaye de résumer ensemble sinusite, c'est inflammation d'origine virale des cavités sinusiennes. C'est origine dentaire avec la douleur de la dent homolatérale du maxillaire supérieur. Les bactéries responsables de sinusite dites bactériennes sont le pneumocoque, l'hémophilus, moraxelle. Les bactéries responsables de l'ethmoïdite aiguë de l'enfant, vous rajoutez staphylocoque doré. Ethmoïdite aiguë du nourrisson et de l'enfant, une urgence infectieuse, un tableau septique inquiétant. Hospitalisation, antibiothérapie parentérale. Et pour la très grande majorité des sinusites, un traitement par amoxicilline, sauf dans les sinusites d'origine dentaire où l'augmentin est indiqué. Si vous avez compris sinusite parce que vous aviez compris angine, vous avez compris la prise en charge de l'otite moyenne aiguë, qui est la même chose que la sinusite au niveau de l'oreille moyenne. Je vous rappelle la physiopathologie de l'otite moyenne aiguë vue sous l'angle maladie virale. Eh bien, vous avez un virus parmi lesquels rhinovirus, myxovirus influenzae, adénovirus, coronavirus, etc., responsable d'une inflammation muqueuse, dysfonctionnement de la trompe d'Eustache, pénétration des bactéries colonisantes
que sont pneumocoque ou hémophilus, et atteinte de l'oreille moyenne, et ce qu'on appelle l'otite moyenne aiguë, donc qui est une maladie avant tout virale avant d'être bactérienne. Donc c'est illustré par ce petit topo, inflammation aiguë de l'oreille moyenne avec liquide dans la caisse du tympan, toujours viral initialement, puis colonisation, multiplication par les bactéries de la flore respiratoire haute. Alors pour vous donner une importance en termes de santé publique de l'otite moyenne aiguë de l'enfant, c'est un pic de fréquence à 9 mois, rare après 6 ans. Qu'est-ce qu'il faut rechercher si vous avez une otite récidivante chez un enfant de plus de 6 ans? Si vous avez compris ce que je vous ai dit pour les sinusites, c'est la même chose. Donc une otite a fortiori récidivante chez un enfant de 9 ans, diminution d'immunité humorale, recherche d'un déficit immunitaire humoral, absolument. Donc hypogamma-globulinémie ou agamma-globulinémie, c'est-à-dire lymphocytose B. Il n'y a pas de lymphocyte B et donc pas de gamma-globuline. Et vous vous retrouvez pédiatre ou généraliste ou au service des urgences ou en ORL avec un enfant de 9 ans qui est en fait un enfant qui a fait des épisodes infectieux souvent antérieurs, négligés, et qui en fait a un déficit profond de l'immunité. À 3 ans en France, on considère que 40% des enfants ont fait 3 épisodes d'otite au moins. Donc c'est particulièrement prévalent. Vous avez compris les bactéries responsables des sinusites, vous avez donc compris les bactéries responsables d'otite, avec pneumocoque, moraxelle et Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae, d'autant plus que les sujets sont vaccinés contre le pneumocoque. Staphylocoque doré et Pseudomonas aeruginosa chez les petits nourrissons. Et M. pneumoniae, c'est quoi M. pneumoniae? Alors, M. cataralis, vous m'avez dit très bien que c'était Moraxella cataralis. M de M. pneumoniae, c'est Mycoplasma pneumoniae. Alors, qu'est-ce que c'est que la myringite bulleuse? La myringite bulleuse, ce sont des petites bulles présentes sur la paroi du tympan, sur la membrane tympanique qui oriente vers le mycoplasme, qui est typiquement une infection du sujet jeune épidémique en période hivernale. Rappel sur strepto et hémophilus, on va passer, vous lirez ça vous-même. Moraxelle. Alors si, un petit mot pour rajouter une bactérie émergente ces dernières années, dont le nom est évocateur, même si c'est plus rarement retrouvé que les autres bactéries, c'est Turricella otitidis, donc otitidis associé aux otites. Donc vous rajoutez à pneumocoque Haemophilus moraxelle, Turricella otitidis. Alors, j'insiste sur cette diapositive qui montre le risque de portage du pneumocoque chez l'enfant et le risque de porter un pneumocoque intermédiaire ou résistant à la pénicilline. Le risque de porter un pneumocoque est augmenté chez l'enfant en crèche, est augmenté si un autre enfant de la fratrie est atteint.
Et le risque de porter un pneumocoque a été montré comme diminué par une antibiothérapie récente ou après Prevnar 13. Diminution de l'incidence des infections à pneumocoque post-Prevnar 13, diminution du portage du pneumocoque post-Prevnar 13. Alors, le risque de porter un pneumocoque I ou R est diminué après vaccination par Prevnar. Donc, dans la lutte contre l'antibiorésistance, il y a deux phénomènes particuliers. Le phénomène du bon usage des antibiotiques et le phénomène de la vaccination. Donc, vaccination par Prevnar 13, j'insiste, diminution de l'incidence des infections bactériennes à pneumocoque, diminution du portage du pneumocoque et diminution du portage du pneumocoque I ou R. Donc, quand vous discutez en famille avec des militants anti-vaccinaux, eh bien, je vous rappelle que 40% de la population française exprime une défiance vis-à-vis de la vaccination. D'accord, donc vous avez un rôle de conviction important. J'espère que vous ne faites pas partie de ces 40%. En tout cas, on fait tout pour. Eh bien, dans l'impact de la vaccination, il y a un impact individuel, un impact collectif, et l'impact collectif porte aussi sur la diminution du portage des souches résistantes. Alors, risque de porter un hémophilus influenzae, ça c'est pas inintéressant sur le plan pratique. Il y a quelque chose qui ressort beaucoup de la pratique pédiatrique, c'est conjonctivite plus otite, très associé à hémophilus influenzae. Vous voyez, avec un odds ratio de 4. Crèche, ça marche à tous les coups pour toutes les bactéries et tous les virus. Odds ratio aux alentours de 2. Portage d'hémophilus dans la fratrie à un âge inférieur à 1 an. Et antibiothérapie récente et Prevnar 13, vous voyez que le fait de porter un hémophilus est plus important chez ceux qui ont été vaccinés par le Prevnar 13, tout simplement parce que le portage du pneumocoque est diminué. Donc j'insiste beaucoup, otite plus conjonctivite égale hémophilus avec un odds ratio de 4. La clinique de l'otite, ben vous savez, c'est la fièvre à plus de 38,5, otalgie pulsatile, la membrane tympanique est sous tension comme vous le voyez sur la dia, plus ou moins hypoacousie, pas très facile à documenter chez un tout petit, plus ou moins écoulement purulent qui veut dire quoi sur le plan anatomique? Voilà, perforation du tympan. D'accord, donc l'autorée purulente, que vous voyez heureusement peu souvent spontanément en France, eh bien, traduit la perforation de la membrane tympanique. De manière générale, je vous le disais tout à l'heure, toute fièvre chez un nourrisson ou chez un jeune enfant doit faire regarder les oreilles, doit faire regarder les amygdales. Complications des otites, je vous le disais tout à l'heure, devant toute suppuration du système nerveux central, devant toute méningite, rechercher une otite, rechercher une mastoïdite. Elle est où la mastoïde? Voilà. Je vois certains qui regardent leur jugulaire, leur carotide. Non, c'est derrière la... Vous savez que dans certains pays, la mastoïdite est considérée comme ne devant pas être prise en charge parce que les bons esprits habitent derrière l'oreille. Dans certaines régions de l'Inde où j'ai travaillé, impossible de soigner les mastoïdites avec des enfants qui ont des œufs de poule avec des méningites, des suppurations de la base du crâne pour des mastoïdites non traitées. Thrombophlébite cérébrale,
toute suppuration du système nerveux central, et notamment liée à quelle bactérie. Quelle bactérie, je vous ai dit, je vous ai mentionné, est associée à des troubles de la coagulation avec des thromboses. Fusobacterium, très bien. Et abcès cérébraux. Donc ces complications des otites sont significativement prévenues par la vaccination anti-pneumo par Prevnar 13. Vous avez peut-être entendu qu'il y a un vaccin avec plus de valence qui est en cours d'étude et qui devrait être par définition encore plus intéressant. Antibiothérapie des otites moyennes et aiguës. Pas de traitement de l'otite congestive, c'est-à-dire à tympans normaux. Traitement systématique de l'otite moyenne aiguë purulente de l'enfant de moins de 2 ans. Alors, dans les recos de novembre 2011, je vous les ai mis tels quels pour que ce soit clair et irréprochable. Otite moyenne aiguë purulente de l'enfant de plus de 2 ans et de l'adulte, si fièvre est élevée. Otalgie intense, j'aime pas ce genre de choses totalement subjectives, mais néanmoins c'est mentionné comme tel. J'ai un petit peu mal, vous ne donnez pas de traitement antibiotique, j'ai très mal, vous allez m'en donner. Je trouve que c'est pas tout à fait simple. Difficulté de compréhension et en cas de réévaluation à 48-72 heures, si le sujet revient vous voir. Donc, le message cardinal sur lequel on vous attend, c'est toute otite moyenne aiguë purulente de l'enfant de moins de 2 ans doit être traitée par antibio. Otite moyenne aiguë purulente, 80 mg kg jour. Pourquoi? Vous l'avez compris, parce que le pneumocoque est là. Ne me demandez pas pourquoi l'enfant de moins de 2 ans, si à 23 mois, il faut donner 8 à 10 jours de traitement antibiotique, à 25 mois, il faut en donner que 5. Bon, c'est une proposition pédiatrique sur laquelle je ne me hasarderai pas, mais qui fait partie des recos. Pour l'adulte, pour nous, c'est plus simple, c'est 3 grammes par jour, 2 à 3 grammes par jour. En l'occurrence, on préfère volontiers 3 grammes à cause du pneumocoque pendant 5 jours. Donc, systématique chez l'enfant de moins de 2 ans, pas systématique au-dessus. Et moins de 2 ans pendant 8 à 10 jours, plus de 2 ans pendant 5 jours. On va passer là-dessus. Indication de la parasynthèse. Alors, qu'est-ce que c'est que la parasynthèse? C'est la perforation chirurgicale de la membrane tympanique. Alors, pourquoi il est crucial d'avoir une bactério? Ça guide le traitement antibiotique. Alors, parasynthèse chez le nourrisson de moins de 3 mois pour 2 bactéries que sont Staph doré et Pseudomonas aeruginosa. Donc parasynthèse chez le tout petit nourrisson qui a une otalgie fébrile et quasiment systématique. Parasynthèse pour bactériaux en cas de récidive, en cas de mastoïdite, en cas d'échec et en cas de symptomatologie persistante, fièvre et douleur. Alors, définition de ce qu'on appelle l'échec thérapeutique dans l'otite moyenne aiguë. L'échec thérapeutique, c'est l'aggravation ou la persistance des signes après plus de 48 heures de traitement antibiotique ou, et ça fait partie de la définition du consensus, ou réapparition dans les 4 jours de la symptomatologie suivant la fin du traitement antibiotique. C'est beaucoup plus fréquent chez le petit enfant de moins de 2 ans. Et si cette otite moyenne aiguë est prouvée comme étant liée à un pneumocoque de sensibilité diminuée
avec échec thérapeutique, c'est-à-dire encore une fois l'aggravation ou la persistance des signes ou la réapparition. À ce moment-là, vous donnez 150 mg par kilo et par jour d'amoxicilline pendant au moins 8 jours avec un mélange amox-clavu et amoxicilline pour éviter la toxicité de l'acide clavulanique, qui est une toxicité avant tout digestive. Très bien. Donc l'augmentin donne plus de nausées, fait plus vomir, a plus d'impact écologique. Donnez-moi trois notions que vous imaginez ou que vous connaissez de l'impact écologique. Quand on parle d'impact écologique d'une antibiothérapie, résistance bactérienne, j'ai entendu Clostridium, très bien, Clostridium difficile et émergence des levures. Donc vous avez plus de résistance induite par l'acide clavulanique en association à l'amoxy que l'amoxy tout seul. Vous avez plus de Clostridium avec amox clavu et vous avez plus de levures avec amox clavu. Comment on peut mesurer en médecine générale l'émergence des levures? Qu'est-ce qui a été noté dans les études sur l'augmentin en médecine de ville? Plus de candidose oropharyngée, plus de muguet et plus de candidose vaginale également. Alors, le bas de la diapositive est intéressant parce que pour un nourrisson, vous faites votre premier remplacement, vous avez affaire à un petit nourrisson de 8 mois qui est en échec du traitement antibiotique par amoxicilline. Il vomit. Dans ce cas-là, vous êtes autorisé, et c'est validé, à donner de la ceftriaxone intraveineuse ou intramusculaire à la posologie de 50 mg par kilo et par jour en une injection pendant 3 jours. Donc je répète, le petit nourrisson ou l'enfant qui vomit, notamment qui vomit l'augmentin, qui a l'otalgie pulsatile qui est à 42 fièvre, qui geint toute la journée avec sa main sur l'oreille et la nounou ne cesse de vous téléphoner, eh bien, ceftriaxone 3 jours peut être une bonne solution. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'otite ? Ou je vous ai totalement détruit ? Pas de questions sur l'infection ORL ?